doit-on attribuer chaque client à une action et donc mesurer chaque campagne marketing ? Nous recevons aujourd'hui Steve Savio, entrepreneur, investisseur ou encore marketeur dans cette série de podcasts intitulée Sans détour, avec le soutien de notre parrain Bernet Associés. Steve nous raconte son parcours depuis HEC Lausanne à la fin des années 90 jusqu'à son fonds d'investissement Akiden Venture créé en 2016, qui accélère notamment la croissance de Batmade, une plateforme de réservation d'agents de ménage, ou encore Neo, première agence immobilière sans commission en Suisse. Steve revient également sur ses années en agence, puisqu'il était au début de l'agence Virtua et qu'il accompagne aujourd'hui ses clients via l'agence PEAK, P-E-A-K, qui se distingue des agences digitales traditionnelles en développant des services basés sur une analyse fine des différents leviers permettant d'améliorer la profitabilité d'un business donné. Il nous raconte l'évolution du métier dans un monde qui va très vite et de l'obligation de rester à la pointe dans un environnement qui change sans arrêt et très rapidement. On va parler coûts d'acquisition, canaux d'attribution, lifetime value, data, culture d'entreprise et challenge. Alors bonjour Steve, bienvenue dans ce podcast Portrait d'entrepreneur. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, mon nom c'est Steve Savio, j'ai 43 ans, 2 enfants, mariés et entrepreneur depuis longtemps, puisque juste après la fin de mes études, je suis devenu entrepreneur. Juste après la fin de tes études, pourquoi tu es devenu entrepreneur ? Je crois qu'au départ, en fait, mais ça je le sais avec le recul, j'étais pas vraiment destiné à être entrepreneur. Moi j'ai fait HEC, puis à l'époque en tout cas, quand on parlait de job futur, on parlait beaucoup de grandes entreprises, Nestlé, etc. C'était un peu la mentalité qu'ils essayaient de nous mettre. Et là, juste pour situer, on est en quelle année ? Moi j'ai terminé en 2000, donc c'était entre 96 et 2000. Et effectivement, à ce moment-là, on parlait de ces grandes boîtes. Et quand j'étais plus jeune, par contre, j'ai toujours voulu être mon propre patron, mais c'est presque une idée que HEC a réussi à me faire perdre. Et puis, j'ai eu la chance, en dernière année HEC, justement, c'était en 99, j'ai rencontré les 2 personnes dans un premier temps qui allaient devenir mes associés ensuite. Et puis, du coup, ça m'a permis de sortir un petit peu de cette boucle HEC où, comme je viens de le dire, on pense aux grosses boîtes. Et puis, du coup, j'ai démarré à ce moment-là. Donc, c'est presque un retour dans l'enfance de vouloir être son propre patron. C'est ça un des moteurs ? Ouais, je crois que j'avais pas forcément de modèle précis en face de moi, mais effectivement, je me disais que l'indépendance devait être quelque chose d'assez intéressant. Et puis forcément, quand on est petit, on voit surtout les belles réussites des gens qui sont devenus patrons, on voit pas forcément les échecs. Donc c'est toujours plus facile à ce moment-là. C'est après, quand on est dans le dur, qu'on se rend compte qu'en fait, déjà, il faut un peu de chance, il faut que ça marche. Et puis malheureusement, ça marche pas toujours. Et alors, la première fois que tu as entrepris, c'est donc au sortir des études? Alors, j'ai effectivement eu la chance de rencontrer mes associés à l'époque. Moi, j'étais HEC et eux, c'était 2 informaticiens, puis ensuite, c'était un 3e informaticien. Et ça s'est un peu mal fait sur un malentendu, dans le sens où c'était Virtua, donc ma première boîte. Ils étaient 2 dans un premier temps. Ils avaient créé Virtua, co-créé Virtua. Et puis, ils cherchaient un commercial. Donc, pour eux, HEC, haute étude commerciale égale commercial. Donc, on s'est très vite rencontrés. On s'est bien entendu. On a dit, OK, je vous rejoins dès que je finis ma dernière année. Donc, j'ai participé sur la dernière année. Et puis ensuite, effectivement, je les ai rejoints à ce moment-là. Et c'est seulement le premier jour où ils ont dit, je suis arrivé, j'ai dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Ils ont dit, tu peux appeler des clients. Puis j'ai dit, mais je ne suis pas commercial. Ils ont dit, mais alors tu fais quoi? Puis j'ai expliqué un peu ce que je savais faire. Et ça s'est démarré comme ça sur un malentendu. Mais ensuite, la suite s'est très bien passée. Et Virtua, c'était quoi? Virtua, alors, il y a différentes vies dans Virtua. La première, moi, quand j'ai rejoint Virtua, Virtua avait un projet qui était assez innovant pour l'époque. C'était une galerie de shop. Chacun pouvait mettre un logo, mettre le nom de son entreprise et puis la photo de quelques produits et vendre de manière très facile dans une galerie. Et là, on parle de 98-99, donc c'était vraiment innovant. Et puis, donc j'ai rejoint vraiment du côté start-up à ce moment-là. Et très rapidement, quand j'ai rejoint en 2000, ça a été l'éclatement de la bulle Internet. C'est-à-dire que les gens qui nous finançaient, c'était Tiscali à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, n'avaient plus d'argent. D'ailleurs, ils ont disparu de la carte depuis. Et très rapidement, on n'était plus financé. On a dû se dire, qu'est-ce qu'on fait? Alors que j'étais là depuis quelques semaines. Et on s'est dit, nous, ce qu'on sait faire, à part ça, c'est développer. Du coup, on a été chercher justement le 4e associé, qui lui était plus spécialisé dans le développement proprement dit. Et on l'a transformé en agence. D'abord en agence dev, graphique, dev. Et puis, effectivement, on a rajouté toute la couche marketing par la suite. Et là, ton rôle, c'était quoi? C'était d'aller chercher des clients? C'était de penser la stratégie de l'entreprise, c'était quoi? Et je me rappelle qu'au tout début, j'ai fait des fichiers Excel de facturation, parce qu'on faisait aussi de l'hébergement, et puis le but c'était de facturer de manière récurrente, et il n'y avait pas forcément des logiciels qui le faisaient, donc je faisais sur Excel un programme qui effectivement mettait une couleur verte à la fin, quand l'année était passée, qu'il fallait refacturer. Donc je cherchais un petit peu ma place, et je crois bien qu'au départ, je ne sais pas si je l'ai dit forcément comme ça avant, mais j'étais pas forcément né entrepreneur, même si j'avais cette envie-là, c'était un petit peu... J'ai découvert, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert, et après que j'ai adoré.
projet. Et après, le but, c'était de faire toujours mieux. Mais dans un premier temps, effectivement, je faisais ça. Puis très vite, on a eu un premier client. Non, on a eu plusieurs clients. Mais un des clients qui est venu, il avait un site où il proposait des restaurants, des cinémas. Et c'était communautaire. C'était un site qui s'appelait Swiss Friends à l'époque. Et puis, il voulait le transformer en site de rencontre. Et du coup, c'est moi qui ai pris la gestion de ce client, de ce projet. Et je me suis beaucoup intéressé à ce projet. Et du coup, je suis devenu effectivement ce chef de projet. Et le patron, le propriétaire, qui est devenu un ami, Robert, à ce moment-là, il nous a vraiment fait confiance. Il nous a vraiment laissé ce produit dans les mains. Lui, il faisait beaucoup de choses, mais il s'occupait surtout du offline. Et tout ce qui était online, technique, fonctionnalité et marketing, on avait pris ça en main. Donc moi, j'ai vraiment appris l'ensemble du métier en gérant des clients, que ce soit en partie technique ou la partie marketing. Et tu parles de faire mieux dans ce mindset d'entrepreneur et de chef de projet. Faire mieux, marketing, on arrive un petit peu à... Il va falloir mesurer ce qu'on fait. Je me suis rendu compte au départ, quand j'étais entrepreneur, je faisais un peu les choses parce qu'il fallait les faire. Et puis ensuite, on a commencé à faire différentes choses qui marchaient bien. Je me dis, c'est intéressant, mais les autres, comment ils font ? Ah oui, ils font comme ça. On devrait faire aussi bien. Et puis, au fur et à mesure, ça m'a pris quelques années, mais après, je me suis dit, mais non, mais ça ne m'intéresse pas de faire aussi bien que les autres. Du coup, comment faire mieux ? Et puis du coup, ensuite, donc on fait mieux, très bien. Et ensuite, comment faire mieux que ce qu'ils vont faire eux l'année prochaine. Et chaque fois avoir cette mentalité d'avance. Et c'est quelque chose qui n'était vraiment pas inné chez moi, mais qui est venu un petit peu par esprit de compétition au fur et à mesure des années, et en voyant qu'effectivement l'entrepreneuriat c'était génial, et que c'était aussi à la fois un challenge, mais quand on n'a pas forcément de chef, quand on a un chef, on peut toujours aller lui demander des choses et on avance comme ça. Quand on n'a pas forcément de chef, on doit trouver les solutions par soi-même. Et j'ai l'impression que quand on doit creuser pour trouver des solutions, c'est quelque chose qui reste beaucoup plus ancré en nous. Et du coup, c'est un savoir qui reste vraiment pour longtemps. Et ensuite, on peut bâtir par-dessus ce savoir pour aller toujours plus loin. Donc moi, ça m'a pris quelques années, mais après, c'est devenu une véritable passion. Autour de creuser pour faire mieux, autour de faire mieux. Le fait de vouloir de trouver en permanence les solutions pour déjà faire mieux que la concurrence, mais ça c'est pour se comparer à d'autres, mais indépendamment de ça, pour dans chaque situation se dire comment pouvoir tirer le maximum de cette situation et comment, si on parle de profit, tout à l'heure on va parler de métriques, mais comment générer le maximum de profit de ma campagne marketing si on parle d'une campagne marketing. Donc ça passe par différentes étapes. Si on revient peut-être sur le site de rencontre, parce que ça m'a beaucoup appris à l'époque, c'était assez intéressant parce que on parle d'avant Mythique, Mythique est connu, mais avant Mythique, il y avait donc ce site qui était Swiss Friends, et puis on se rendait compte qu'il y avait un déséquilibre. Il y avait d'un côté des hommes et des femmes, évidemment il y avait plus d'hommes. Le problème c'est que les femmes recevaient plus de messages, et comme les femmes recevaient plus des messages, elles étaient fatiguées, elles ne répondaient pas à tous les messages, et du coup, comme elles ne répondent pas à tous les messages, les hommes sont frustrés, donc les hommes ne viennent pas forcément, ils ne payent pas, etc. Donc première partie à ce moment-là, c'était de se dire, comment on peut faire un système qui permette de rééquilibrer un petit peu tout ça. Et on a travaillé par exemple sur des règles d'affichage. Quelqu'un qui avait plus de 5 messages non lus, il n'était pas affiché. Tout un tas de petites choses comme ça qui ont permis gentiment de rééquilibrer et faire en sorte que la satisfaction autour de ce produit, autour du site de rencontre a augmenté. Les gens étaient de plus en plus contents, ils nous le disaient. Comme ils nous en parlaient, on avait plein de témoignages positifs qui intéressaient les journalistes, etc., etc. Ça a grandi comme ça. Mais c'était chaque fois un tas de détails, de petites choses qu'on a mesurées puis qu'on a essayé d'améliorer. Là, encore une fois, je vous parle d'il y a une quinzaine d'années, ça c'était entre 2004 et 2008. Et donc là, il y a déjà la volonté de repérer des problèmes et d'essayer d'avoir une action dessus pour régler le problème ou en tout cas faire mieux, s'améliorer. C'est effectivement la notion de mesure. À partir du moment où on a un produit, où on a une idée à un moment donné, la question c'est de se dire comment on peut générer le maximum à partir de là. Moi, par exemple, je me bats beaucoup sur les budgets fixes. Si on parle marketing, par exemple, beaucoup de gens, c'est plutôt les grandes entreprises, ils ont des budgets fixes pour le marketing. Mais qu'est-ce que ça veut dire si on a un budget, par exemple, de 100 000 francs, quelle que soit la période, mais un budget de 100 000 francs? Et si les 10 000 francs supplémentaires continuent à ramener du profit, pourquoi on ne devrait pas le faire? Et effectivement, il y a beaucoup de règles aujourd'hui dans cette société qui sont faites parce qu'on travaille comme ça, parce qu'on travaille avec des budgets, parce qu'on travaille de différentes manières, et qui vont pas forcément dans le sens de l'amélioration du critère final. Je parle du critère au niveau financier. Là, on n'est pas sur des considérations humaines. Elles sont évidemment plus importantes que le reste, mais là, sur des considérations purement financières, on est souvent sur des vieilles règles, et j'ai l'impression que le web a permis d'analyser les choses de manière complètement différente. Par exemple, on se rend compte typiquement que les startups, alors ça dépend à quel point elles sont financées, mais ont compris ça beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire que le budget marketing est beaucoup plus flexible chez les startups parce qu'elles se rendent compte qu'elles sont prêtes à aller chercher tous les clients qui leur rapportent plus
que ça coûte à aller les chercher. Et du coup, leur budget marketing est beaucoup plus flexible. Et s'ils n'ont pas les moyens, ils vont se financer, ils vont trouver un moyen, parce que les investisseurs comprendront que cet argent va permettre de générer plus d'argent. Dans les grands groupes, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a plus d'échelons, il y a de la politique. Les gens, à un moment donné, doivent se dire « Ok, il faut que je dépense absolument le budget, parce que sinon, je n'ai pas le budget l'année prochaine, etc. etc. » Et sur cette partie-là, précisément, c'est un exemple qu'une analyse profonde permet de définir tous ces éléments, et on n'a pas le choix de passer par des analyses vraiment approfondies. Parce que peut-être, pour faire une petite digression, aujourd'hui, tu fais quoi ? Aujourd'hui, donc on parlait tout à l'heure de mes débuts au sein de Virtua qui a duré 15 ans, et puis j'ai toujours été intéressé par les startups. Déjà au sein de Virtua, on finançait différentes startups. Après Virtua en 2015, j'ai fait 2 activités principalement. La première, c'est que j'ai lancé un petit fonds d'investissement qui s'appelle Aquila Ventures, qui a la particularité d'investir dans peu de sociétés, mais par contre de passer vraiment du temps dans ces sociétés. J'ai une équipe avec moi, et chaque fois qu'on investit dans une société, eh bien, on passe du temps, notamment en stratégie et en marketing, pour vraiment accélérer la boîte. Et puis, du coup, il faut du temps. Donc, c'est pour ça qu'on investit dans une société par année. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que tout ce savoir qu'on avait en marketing, parce qu'on a évidemment dû faire beaucoup de recherche et développement pour essayer de tirer le maximum des outils web en termes de profit pour les entreprises. Et l'idée, c'est de dire, OK, on a tout ce savoir-là, donc plutôt que de l'offrir uniquement aux entreprises dans lesquelles on investit, on va créer une agence PIC Digital. Et du coup, maintenant, l'équipe utilisée pour Aquila Ventures est la même équipe qui travaille dans l'agence et qui maintenant offre ses services pour ses clients. Donc, service, c'est un service d'agence, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, le mot agence, il est presque devenu, il n'est pas forcément toujours positif. Parce qu'une agence, c'est des gens à qui on donne de l'argent pour gérer un peu le budget, mais c'est souvent sombre. Et moi, j'ai un petit peu cette vision aussi. Malheureusement, on n'a pas trouvé de mot plus approprié, parce que moi, ce que je pense qu'une agence doit véritablement faire, la première chose, c'est qu'elle doit se mettre à la place du patron de l'entreprise. Elle doit avoir une connaissance vraiment importante du business, se mettre à la place du patron, avoir une connaissance de tous les chiffres du business, et ensuite réfléchir à une stratégie et une implémentation marketing en fonction des objectifs. En général, l'objectif principal, c'est évidemment l'augmentation du profit à moyen terme. Après, on peut discuter des années, mais c'est l'augmentation du profit. Et avoir cette connaissance complète, et y compris les outils qui permettent d'avoir cette connaissance complète, de manière à ensuite pouvoir mettre en place les campagnes qui permettent d'aller dans le sens de ces objectifs, à savoir la maximisation du profit. Et ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui dans le cadre d'Aquiden, pour donc les entreprises dans lesquelles vous investissez, ou dans le cadre de PIC, donc c'est PEAK, pour les entreprises qui viennent vous voir. Avec cette particularité de toujours se mettre à la place de l'entreprise, de comprendre son business et ensuite pouvoir l'accélérer. C'est exactement ça. J'ai même l'impression qu'en fait, c'est la seule manière de pouvoir gérer du marketing. Il y a souvent, quand on ne maîtrise pas l'ensemble des données, la communication, elle se perd à des endroits. Et on passe à côté d'énormément d'opportunités. Je ne sais pas si, par exemple, on vous donne à vous, agence marketing, l'information que le CAC maximum, donc le coût d'acquisition des clients est de 20 francs, et que vous vous rendez compte en tant qu'agence que si vous allez non pas à 20 francs, mais à 22 francs, vous pouvez doubler le volume des clients, peut-être que ce sera beaucoup plus intéressant pour l'entreprise de pouvoir aller à 22. Mais si effectivement il n'y a pas cette flexibilité de pouvoir tester ces choses, le patron d'entreprise qui lui a donné une règle, parce qu'il faut bien donner une règle, passera peut-être à côté de beaucoup de volume, même si la marge est un petit peu plus petite, mais le volume compense largement la marge. Donc en tant qu'agence, avoir cette connaissance complète, se mettre dans les positions du CEO est vraiment importante. Donc nous, chez PIC, on est une vingtaine de collaborateurs, et chaque collaborateur a pour, et j'ai même instruction, mais ça fait partie de leur ADN, dire ok, vous êtes peut-être destiné un jour à être chef d'entreprise, il faut que vous vous positionnez déjà maintenant en tant que chef d'entreprise. Évidemment, vous devez écouter les besoins et les attentes, vous n'êtes pas cette personne, mais écoutez bien et mettez-vous à sa place en fonction de ses contraintes et comment vous développeriez les campagnes, comment vous les optimiseriez et à quoi vous penseriez en permanence, y compris des recommandations sur les budgets, parce que souvent les budgets, c'est extrêmement important. On peut être complètement à côté de la plaque au niveau des budgets. Et l'ensemble des éléments qui vous permettent effectivement de maximiser le profit. Il y a un tas d'éléments, par exemple, on peut donner des exemples, mais souvent on ne se rend pas compte. Gaspiller du budget marketing, c'est quelque chose qu'on n'a évidemment pas envie. On essaye d'éviter de gaspiller du budget marketing. Mais sous-investir, ça a le même impact, parce que si on sous-investit en budget marketing, on va passer à côté d'opportunités et du coup, tout simplement, si on regarde dans notre comptabilité à la fin, on aura tout simplement aussi peu de profit ou moins de profit, tout comme si on avait gaspillé. Et trouver le bon équilibre entre le gaspillage et le sous-investissement, ça fait partie de tests qui doivent être faits en permanence de manière à être toujours à cet optimum. Donc on teste, on mesure, et ça on peut aussi le faire dès le démarrage. Dès qu'on démarre son entreprise, on peut avoir ce mindset-là
d'aller tester, mesurer, pour après aller trouver des optimums quelque part? On peut commencer effectivement dès le démarrage, mais il y a peut-être une petite différence avec le démarrage, c'est que forcément les budgets sont peut-être un petit peu plus limités au départ. Une fois qu'on est mature, on va dire une start-up mature, effectivement, le budget de dépenses marketing optimum, j'ai envie de dire, je parle un peu mathématique, mais est une dérivée de l'optimum, dans le sens où on essaye de prendre tous les clients qui nous coûtent moins cher que ce qu'ils nous rapportent. Et ensuite, on regarde combien on dépense. Mais c'est une constatation. Quand on est plus jeune, effectivement, on a des tas de gens à convaincre, on a peut-être des investisseurs à convaincre, on a des choses comme ça. Donc on a un budget marketing qui est posé, défini, on n'a pas le choix. Donc là, la vision est un petit peu différente. Il faut qu'avec ce budget marketing, on obtienne le maximum de résultats. Donc l'optimisation est un petit peu différente. Là, le but, ça va être d'aller trouver les canaux, ou si on parle de web, les mots-clés, les bannières ou n'importe quoi, qui seront les plus positifs avec le ROI le plus haut possible. Et on va commencer avec ça. Ensuite, il y a des choses un petit peu moins intéressantes qui vont pouvoir venir, mais toujours intéressantes. Mais du coup, on va commencer avec ça. Donc c'est un petit peu différent quand on démarre. On a vraiment cette approche-là. Et ensuite, effectivement, quand on a prouvé qu'on est positif, on peut commencer à réfléchir différemment. Donc au début, on va tester. Après, j'aimerais aussi avoir ton avis sur les différents justement canaux. On parlait tout à l'heure d'attribution. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ces différents canaux d'attribution pour quand on fait une campagne? La grande problématique, effectivement, quand on fait des campagnes marketing, c'est de savoir qu'est-ce qu'elles sont générées. Il y a évidemment le offline et le online. Le online, on a de la chance d'avoir des trackings qui permettent effectivement à travers les différentes campagnes de dire « Ok, telle personne est venue de tel canal ». Mais la problématique, c'est que c'est en train de changer. Pour différentes raisons, on a de moins en moins de cookies qui sont disponibles, que ce soit les navigateurs ou les lois qui évoluent très vite. Et toute la façon de marketer depuis des années, depuis les années 2000, est gentiment en train de changer. On avait un tas d'outils à disposition qui commencent à disparaître. Et c'est pas facile quand on vous prive quelque chose qui donnait vraiment des résultats. Donc les modèles doivent être changés. Il faut vraiment voir que l'attribution, c'est quelque chose de très très important parce que le but, c'est de savoir, quand on sait le budget qu'on a mis avec un canal et combien on a récupéré, si c'est positif, on va pouvoir mettre plus d'argent, et si c'est négatif, on arrête. Si on n'a pas une vision par canal, mais qu'on n'a qu'une vision globale, peut-être qu'on sera négatif, mais dans ce cas-là, on ne pourra pas se dire, on dira bon, on arrête l'activité, alors que peut-être que si on peut découper, on verra qu'il y a des canaux positifs, des canaux négatifs, et si on garde que les canaux positifs, dans ce cas-là, magnifique, on peut continuer l'activité et même la progresser. Et là, de par ton expérience, pour les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, quand ils démarrent une stratégie de marketing, tu recommanderais de tester 4 ou 5 canaux en même temps et de mesurer et ensuite de faire des arbitrages, ou on commence par an? S'il marche, on continue. S'il ne marche pas, on passe au suivant. Ça serait quoi pour toi la bonne pratique? Je vais venir à ta question tout de suite, mais pour compléter juste le point d'avant, dans le sens où, vu que maintenant on a de moins en moins de possibilités de traquer les choses, effectivement, il faut mettre en place des modèles. Nous, on travaille avec des data analystes. On n'a pas le choix de trouver des modèles un petit peu alternatifs pour compléter un petit peu les données qui disparaissent parce que les cookies sont de moins en moins présents. Ensuite, tout dépend, pour répondre à ta question, tout dépend du type de business. Il y a des business qui perdent un peu moins d'informations de tracking parce que les achats sont peut-être plus instantanés, par exemple. C'est un exemple. Et dans ce cas-là, le fait de faire plusieurs canaux en parallèle, ce ne sera pas forcément un souci parce qu'on aura suffisamment d'informations de retour pour chaque canal, pour autant que ce soit des canaux online, bien sûr. Si on mélange avec l'offline, ça commence à devenir difficile. Là, on va pouvoir le faire. Il existe certains business où effectivement l'achat peut être un petit peu différé, ou peut-être que vous allez voir une pub sur votre mobile et vous allez acheter sur le desktop, et comme ça arrive de plus en plus souvent, et il y aura de plus en plus de pertes de tracking. Et à partir de là, effectivement, soit vous mettez en place des systèmes alternatifs, mais qui seront de toute manière un petit peu biaisés. Là, je parle de ce qu'on fait nous typiquement avec le data analyst. Soit, une autre façon de le faire, c'est de le faire en tout cas dans un premier temps, mais il faut que ce soit un premier temps parce qu'après il faut être efficace, mais de le faire canal par canal en calculant exactement combien chaque canal a pu rapporter. C'est des problématiques qui peuvent être assez importantes dans le sens où on parlait tout à l'heure de bouche à oreille, mais quand on fait ce type de travaux, on doit inclure l'ensemble des éléments. Si moi, par exemple, je fais une campagne et je touche un client qui, lui, en parle à quelqu'un d'autre, un de ses amis qui devient client, c'est clair que son ami est un client qui est venu indirectement de la campagne. Si je n'avais pas fait la campagne, je n'aurais pas eu le premier client et donc pas le deuxième client. Donc dans les modèles de calcul, on doit forcément intégrer le deuxième client comme venant, même si c'est indirectement, mais comme venant de la campagne. Et le problème, c'est que si on ne le fait pas, on sous-estime les effets de la campagne. Et si on sous-estime les effets de la campagne, on va sous-investir. Et si on sous-investit, notre profit, au final, sera petit. Moi, ce que je retiens aussi en t'écoutant, c'est que effectivement, quand on vient du web comme toi, qu'on a commencé dans les années 2000,
on a pris l'habitude et on a pris quelque part un mindset d'aller mesurer systématiquement. C'est ce que le web a permis dans les années 2000, qui n'était pas possible avant, sauf si on faisait des études quantitatives sur l'effet d'une publicité à la TV, etc. Fallait sur le terrain. Ça coûtait très cher de mesurer. Le web a permis de le faire, mais ne permettra bientôt plus de le faire avec la fin des cookies. Et ce couplé avec le fait que quand une start-up elle investit de plus en plus en marketing, elle va justement prendre des canaux différents. Elle ne va pas faire que du web, elle va aussi faire un peu de télé, un peu de radio, etc. Ça, comment on va le mesurer ? Vous avez de moins en moins d'outils et quand on fait du marketing, on essaie de faire de l'omnicanal, on fait de plus en plus de choses. Comment on arrive à mesurer quand même ? Ouais, c'est la grande problématique, c'est le grand challenge. Donc, à Keen Venture, parmi les sociétés qu'on accompagne, il y a Batmed ou Neo qui fait beaucoup parler d'elle dans le courtage immobilier, qui a disrupté le courtage immobilier. NEHO. Et qui est une société qui a moins de 3 ans et qu'on a cofondée, donc on est arrivé très très tôt dans ce projet. Et on s'est vite rendu compte, d'ailleurs, mais comme beaucoup d'autres projets, que si on faisait que de l'online, il y avait une sorte de plafond de verre, on ne pourrait pas aller plus loin. Donc du coup, on fait beaucoup de marketing offline. Mais on a la même problématique, et même encore augmentée, que dans le web, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir savoir quel canal rapporter quoi, ou autrement dit, quel canal est positif, où il faut continuer, quel canal est négatif, où il faut arrêter. Et sur le offline, on n'a pas évidemment de tracking direct, donc on doit trouver d'autres moyens. Les autres moyens, ça peut être de demander à l'utilisateur, au final, où il a entendu parler de Neo. Mais ça, je te coupe, ça implique qu'au niveau de tes process, tu dois inclure dans ton process de systématiser la demande. On n'a pas le choix. À partir du moment où on veut faire un travail, où on veut vraiment grandir, là on parle de croissance, où l'objectif c'est vraiment de grandir vite, il faut qu'on sache là où ça marche pas. Où ça marche pas en coupe, où ça marche, il faut pouvoir mettre un maximum dessus. Donc on n'a pas le choix qu'être extrêmement précis là-dedans. Et même dans ceux où ça marche pas, mais de pas beaucoup, il faut pouvoir trouver, ajuster de manière à ce que ça marche. Même si c'est juste un tout petit peu, c'est pas grave, parce qu'avec les volumes, ça peut faire beaucoup. Je prends l'exemple de la télé. Imaginez que vous faites une campagne télé et que ça marche juste pas, vous dites bon, j'arrête. Par contre, si vous arrivez à affiner les horaires des spots, affiner les chaînes, affiner différentes choses grâce à la data, et que vous êtes juste positif, et bien dans ce cas-là, c'est du positif très bien, mais vous pourrez faire beaucoup de volume sur la télé, et du coup, ça va vous faire en l'occurrence, on parlait de profit, mais ça va vous faire beaucoup de chiffre d'affaires et beaucoup de profit, parce qu'effectivement, même un tout petit peu de marge sur un canal, multiplié par, surtout si c'est un canal qui a beaucoup d'audience, multiplié par toute son audience, et ben on va pouvoir avancer très vite. Il y a de moins en moins d'outils qui permettent de mesurer, et on se diversifie. Comment on mesure quand même ? On doit de toute manière trouver un moyen d'attribuer les clients aux campagnes marketing. Chaque client. Soit on travaille par chaque client, soit on travaille avec des tendances. Évidemment, quand on arrive à travailler avec chaque client, on arrive à des résultats qui sont plus précis, et donc c'est beaucoup plus facile par la suite. Donc typiquement, on peut demander aux clients. Mais nous, ce qu'on se rend compte quand on demande aux clients, c'est que typiquement, si vous mettez un choix dans une liste, le premier choix de la liste sera beaucoup plus choisi que les autres. Donc il y a un biais. Donc si vous voulez avoir du travail de bonne qualité, il faut changer régulièrement les choses qui sont dans la liste, essayer de voir le biais associé à la première place ou à la deuxième place, etc., et de corriger. Donc ça demande quand même un travail de data. Typiquement chez Neo, on fait ce travail au moment où il y a le client qui le fait, mais on le fait aussi avec courtiers. Les courtiers, quand ils sont en contact avec le client, ils doivent leur demander. Et c'est très important dans le process, typiquement, on doit faire en sorte qu'ils le fassent au moment où ils sont en contact avec le client, parce que s'ils le font au moment où, si on oblige dans le process à le faire, par exemple, au moment où ils font l'estimation immobilière derrière leur PC en calculant différentes variables, ils ne sont pas avec le client, et ils auront peut-être tendance, même si c'est des gens très professionnels, mais ils auront peut-être tendance à dire « Ok, moi j'ai pas envie de rappeler le client juste pour ça », et ils vont peut-être mettre n'importe quoi. On ne sait pas ce qui peut arriver. Donc vraiment dans le process au départ, si on veut de la data de qualité, on doit se mettre dans les chaussures de chacun pour voir les biais potentiels et essayer de voir comment on peut les corriger. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, effectivement, on pourra avoir des datas de qualité qui permettront de piloter le marketing au mieux. Et là, on a beaucoup parlé d'acquisition, ce fameux CAC, ce coût d'acquisition client, qu'on doit toujours mettre en relation avec la lifetime value. Combien ton client va te rapporter dans le temps. Et là aussi, quand on commence, nous on le voit chez Génial avec des startups qui sont en phase de démarrage, au début, elles n'ont pas la data, elles ne savent pas combien de fois le client va revenir acheter. Ça, là aussi, il y a des tricks pour percevoir ça. Donc l'objectif, en tout cas, moi, mon objectif en tant que patron d'entreprise, c'est me dire, ok, je trouve le financement de manière à pouvoir, sur une période de temps, acheter tous les clients qui me coûtent moins cher que ce qui me rapporte. Donc tous les clients. Que ce qui te rapporte sur leur premier achat ou sur la période ? Sans entrer dans trop de complexité, si on regarde pas sur... Prenons un exemple, un client rapporte 50 francs sur la première période, mais sur toute sa vie, il rapporte 150 francs. Bon, imaginons que vous l'achetez 75 francs. Si vous comparez uniquement avec la première période à 50 francs, vous allez dire je ne l'achète pas. Mais si vous regardez avec toute sa vie, vous dites ok, à 75 francs, je l'achète puisqu'il me rapporte 150. Donc le problème, c'est que
au-delà de la première année, vous allez perdre de l'argent, mais sur les 3, 4, 5 ans, ça dépend à combien de temps on regarde la lifetime value, avec ce client, vous allez gagner de l'argent. Autrement dit, peut-être que la première année, dans votre PNL, vous serez en négatif, mais sur les 4 ans, vous serez en positif. Donc, quand on est entrepreneur, on n'a pas une vision à un an, on a une vision à long terme, ou en tout cas à moyen terme, et c'est vraiment important de l'acheter, ce client, parce que sinon, simplement, on fera des moins bons résultats dans 3 ans. Dans 3 ans, cumulé, je ne parle pas de la 3e année à partir de maintenant, et le cumulé jusqu'à dans 3 ans, il sera inférieur à ce qu'il pourrait être. Donc, le côté lifetime value est vraiment très, très important. Après, il y a d'autres notions qui peuvent rentrer en ligne de compte, si on doit faire des levées de fonds et qu'on va se diluer, etc. Il y a tout un tas de calculs qui peuvent être faits, mais la lifetime value reste le critère principal qui doit être retenu. Il y a du coup la volonté de calculer cette lifetime value. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de très facile, dans le sens où, évidemment, quand on a 15 ans de data, il suffit d'aller constater dans les data, on fait des calculs, là, ça devient plus facile. Quand on a une année de data et qu'on doit projeter ça sur 3 ans, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, il y a différentes façons de faire, il y a différents modèles qui sont encore des modèles mathématiques utilisés par les data analysts, mais qui permettent de projeter avec une certaine marge d'erreur. Mais si on a une marge d'erreur, on va aller au mieux, de la marge, et puis on va penser que c'est là où on aura le profit maximum. Ça, c'est pour la moyenne. Maintenant, quand on parle de lifetime value, on remarque très vite que en fonction de là où vous allez chercher vos clients, leur valeur sera très différente. Si vous allez les chercher peut-être avec des flyers, ou si vous allez les chercher... Prenons encore l'exemple de Néo, quelqu'un qui tape « vendre mon bien » directement sur Google, qui est quelqu'un qui a cette volonté de vendre à ce moment-là, ou quelqu'un que vous allez chercher peut-être avec un flyer, ce ne sera pas le même timing, ce sera le bon timing sur la personne pour Google. Forcément, elle était en phase de recherche, ce sera un moins bon timing pour le flyer. Donc la valeur du client sera différente. C'est donc très très important de calculer la lifetime value en fonction de chaque source d'acquisition. Et puis après, encore dans un second temps, il faut se rendre compte que la lifetime value évolue. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est un vrai travail de fond. Évolue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va peut-être pouvoir calculer avec les data la lifetime value des gens qui sont inscrits il y a 3 ans. Mais les gens qui s'inscrivent aujourd'hui, ils sont dans un mindset un peu différent, le marché a un peu changé. Ils ont peut-être une lifetime value inférieure ou supérieure. Et on ne peut pas le savoir parce qu'on n'a pas encore assez de recul par rapport à ces gens. Donc il faut essayer de comparer quelle était la lifetime value des gens inscrits il y a 3 mois, après par exemple inscrits il y a 3 ans, après 2 mois ou 3 mois, versus les gens inscrits aujourd'hui après 2 mois ou 3 mois. Et si on voit qu'aujourd'hui elle est légèrement supérieure ou inférieure après 2-3 mois, on corrige les valeurs qu'on a déjà sur la lifetime value générale. Donc c'est assez technique, je me rends compte, c'était peut-être pas le but d'entrer là-dedans, mais c'est juste pour expliquer qu'il y a vraiment un tas de détails. Quand on veut vraiment croître, souvent c'est un cheveu, c'est à pas grand-chose. On doit affiner vraiment chaque détail et pour transformer un projet qui ne marche pas en projet qui marche dans un premier temps, et puis ensuite en projet qui marche ou marchouille, en projet qui accélère véritablement rapidement. Et dans tout ce que j'ai vu sur tous les projets que j'ai soit accompagnés en tant qu'investisseur, soit à travers les différentes agences que j'ai co-gérées ou gérées, et bien effectivement que c'était ces détails qui faisaient vraiment une énorme différence au final. Et ces détails, tu dirais qu'ils sont plus dans des compétences techniques ou technologiques des différentes équipes qui doivent les mettre en place, ou c'est vraiment une affaire de mentalité et de mindset, d'aller systématiquement tout mesurer, optimiser. J'ai vu un peu de tout. J'ai vu des gens qui n'étaient pas forcément très analystes au départ, mais qui étaient des gens qui avaient envie de tout creuser. Et à partir du moment où ils ont envie de tout creuser, ils finissent par comprendre ce genre de choses et développer ces compétences-là qu'ils n'avaient pas au départ. Mais c'est clair que c'est quand même des compétences plutôt analytiques. Et soit on aime bien ça, donc c'est parfait, soit effectivement il faut s'entourer un petit peu pour voir ça. Et puis après il y a toute une question d'expérience, dans le sens c'est un domaine dans lequel effectivement l'expérience est importante, donc si on arrive à s'entourer de gens qui ont déjà eu ces expériences, on gagne beaucoup de temps. Les marketeurs de demain, c'est des statisticiens? Et je dirais même demain, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne l'a pas été dans le passé, dans le sens où cette phrase célèbre qui disait une partie de la moitié de mon budget marketing, je la jette par la fenêtre, malheureusement je ne sais pas laquelle des deux moitiés, et c'est vrai que c'est une grande problématique du marketing. Les datas sont venues tard et j'ai l'impression qu'on aurait dû ou on aurait pu le faire bien avant. Donc pour répondre clairement à ta question, oui, il y a deux parties dans le marketing. Il y a évidemment le côté émotionnel où là, ce sera toujours des créatifs qui seront là. Et puis il y a la partie chiffrée qui prend de plus en plus d'importance. Mais typiquement, moi j'ai l'impression que c'est important que ce soit en même temps. La partie chiffrée doit travailler avec la partie créative. Typiquement, moi j'ai fait beaucoup de tests télé
Et la question, c'est de savoir, souvent la télé, enfin pas souvent, mais en général, on paye de manière linéaire. Plus le spot est long, plus on paye cher. Et la question, c'est, OK, est-ce qu'on va faire un spot de 20 secondes pour avoir plus de choses à dire, ou un spot de 10 secondes, où avec le même budget, on va pouvoir diffuser 2 fois plus. Les créatifs vont faire un spot de 30 secondes sans avoir cette notion-là. Et quand on est quelqu'un qui est plus rationnel, le parti analytique, on va peut-être les driver en disant, OK, on a fait telle expérience, on a vu que, OK, vous voulez rajouter un côté émotionnel là, mais est-ce que le côté émotionnel va faire retenir les gens 2 fois plus, va donner 2 fois plus envie, versus le fait de diffuser 2 fois plus souvent le spot pour le même budget. Et très souvent, on se rend compte, en tout cas, moi je travaille toujours à la télé sur des spots très courts, parce que de tous les tests qu'on a fait, c'est les spots qui marchent le mieux. Et c'est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, dans tout le marketing aussi, on entend beaucoup, on parle des valeurs, on parle du fameux why, des choses aspirationnelles, etc. Mais ça vaut la peine de le remettre en perspective avec les data. Oui, alors je pense que c'est 2 choses vraiment différentes. Il y a effectivement les piliers de l'entreprise qui sont des choses qui permettent de créer la culture, de communiquer à ses clients qui on est, etc. Mais après, au final, ça devient vraiment de la data, dans le sens où c'est important que les gens sachent qui on est. Mais une fois qu'ils savent qui on est, l'important, c'est de calculer, quoi. Je paye tant, j'ai tant en retour, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Pour moi, c'est 2 aspects extrêmement importants l'un comme l'autre, mais c'est 2 aspects qui sont dans des silos complètement différents. Même mieux, en tout cas, faire le mieux possible avec ce qu'on a, avec l'évolution de ces données-là. C'est vrai qu'on est, on le sait, dans un monde qui va très vite, il y a des aspects positifs, mais au niveau professionnel, ça impose un stress supplémentaire parce qu'il faut qu'on soit vraiment à la hauteur rapidement. Et du coup, le challenge, c'est, OK, trouver de manière générale les solutions qui pallient au changement incessant de la société, des règles, etc. etc. Donc je pense qu'un des gros challenges, c'est rester toujours à la pointe. Et je ne dirais pas que c'est un challenge, parce que rester à la pointe, ça demande un investissement en termes de temps, en termes financiers. Mais c'est de faire en sorte de garder une énergie et de communiquer de manière constante qu'on sait rester à la pointe malgré les évolutions de ce marché. Et alors, pour rester en amont comme ça, tu fais comment? Je crois que c'est une question de mentalité de société. Typiquement, nous, ce qu'on essaye de faire chez nous, dans PIC, ce que je disais avant, c'est qu'on est une vingtaine de collaborateurs, mais j'essaye vraiment, déjà au recrutement, on recrute des gens qui ont le potentiel d'être des CEO de société, dans le sens qu'ils ont cette compréhension-là. Et même quand on recrute des stagiaires, c'est vraiment, ça fait partie des critères. On a une sélection assez difficile. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce qu'on veut effectivement cette mentalité-là. Une fois qu'on a cette mentalité-là, on essaie de les responsabiliser de manière à ce que, quand ils sont face à un client, à une problématique, ils se positionnent effectivement, comme on disait avant, à la place du CIO, et ils essayent de trouver les alternatives à chaque problématique. Chaque client a des problématiques différentes. On ne peut pas édicter des règles générales. Donc l'important, c'est que chaque fois qu'il y a un consultant qui est face à une problématique chez un client, il puisse creuser suffisamment pour avoir l'information, pas pour avoir l'information, mais en tout cas trouver les meilleures solutions adaptées à ça. Et ensuite, il pourra remonter ces informations à l'ensemble de la team avec différents process, etc., etc. Mais je pense que pour nous, en tout cas, la solution qu'on a trouvée par rapport à ça, c'est d'avoir le maximum d'informations directement des consultants en les responsabilisant et en faisant en sorte qu'ils se rendent compte qu'ils sont clés dans notre évolution, dans l'évolution globale de la société. Et comment tu fais pour les trouver? Comment tu fais pour identifier ce mindset-là chez les jeunes talents qui vous rejoignent? Alors, effectivement, nous, par rapport à d'autres agences qui, eux, peut-être font plus de la gestion pure et dure de campagne, nous, on essaie de se positionner à la place de client, comme on disait tout à l'heure, de manière à comprendre les problématiques et trouver les solutions. Qu'est-ce qu'on ferait, nous, à leur place? Et du coup, on n'a pas le choix que chercher des gens qui sont, j'ai envie de dire, très jeunes, dans le sens où s'il y a des gens qui sont déjà préformatés parce qu'ils ont été dans d'autres agences et qui travaillent à la gestion de campagne pure et dure. Nous, du coup, on a pas mal décidé effectivement de commencer très tôt. On les prend à la sortie de l'université et on les forme à notre façon de travailler, à notre culture d'entreprise, à ces différents moyens. Et évidemment, on leur fait passer pas mal de tests en amont pour savoir si c'est des gens qui ont ces capacités-là, qui ont envie de s'investir. Et puis à partir de là, on regarde comment ça se passe. Mais en général, effectivement, les gens qu'on a recrutés en stagiaire, une grande partie de ces stagiaires, on les a gardés après parce qu'on avait fait un vrai travail en amont. Alors des fois, ils sont surpris parce que c'est rare que pour des stages, on creuse les choses de cette manière-là. Mais typiquement, je pense qu'ils se sont rendus compte pendant leur stage, parce que je crois que le tiers de leur stage, c'était de la formation. Contrairement au classique du stage où ils font des cafés. Chez nous, effectivement, alors c'était plus compliqué, parce qu'en l'occurrence, là, je parle du batch pendant le confinement, mais pendant le confinement, ça se faisait à distance, c'était un petit peu plus embêtant. Mais effectivement, le tiers de leur temps, c'était vraiment à prendre des cours de la personne qui est en charge de la formation chez nous. Et du coup, c'est vrai que c'est très impliquant, mais c'est très, très enrichissant en même temps. Donc on le voit, une vie professionnelle
très dense, très rempli entre Aquitaine, en pic. Et comment tu gères l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle? Oui, alors sur ce point-là, j'ai la chance d'avoir fait mon choix il y a quelques années, dans le sens où quand j'ai démarré après l'université, évidemment, mon but, j'avais qu'un seul but, c'était effectivement le professionnel et que ça marche le plus vite possible, le plus efficacement possible, quitte à repousser un petit peu ma vie familiale, mais c'est ce qui a été fait ensuite, dans le sens où j'ai rencontré ma femme, j'avais 35 ans, et puis mon premier enfant, c'était quand j'en avais 37, donc il a quelques années maintenant. Et à partir de là, évidemment, ça a tout changé. J'ai décidé, évidemment, que ma famille serait la plus importante. Donc après, ça demande une question d'organisation. Ça m'oblige à être mieux organisé au travail. Mais vraiment, mon agenda privé est sur l'agenda professionnel. Et l'agenda professionnel doit s'adapter à l'agenda privé. Alors évidemment, c'est pas comme si... de la chance, tout se passe bien dans ma famille. Donc c'est du classique. Mais effectivement, j'ai vraiment décidé de mettre la priorité sur ma famille. Ça, c'était clair. Est-ce que dans ton parcours d'entrepreneur, est-ce qu'il y a eu des rencontres qui ont façonné? Non. Moi, j'ai eu de la chance de rencontrer beaucoup de gens aussi dans mes différentes entreprises, dans le sens où chez Virtua, j'ai rencontré des gens très bien, dont certains sont devenus associés avec moi par la suite. Et dans les autres sociétés qui ont été créées, j'ai rencontré d'autres personnes que j'ai eu envie de faire grandir. Donc, j'ai l'impression que la rencontre, c'est quelque chose qu'on peut faire évidemment à n'importe quel moment, mais c'est sur le nombre. On a des fois des gens qui fitent particulièrement bien, qui ont la même vision que nous. Et du coup, je n'ai pas de nom précis à donner maintenant, mais par contre, j'ai eu de la chance d'avoir eu beaucoup de gens qui m'ont apporté beaucoup à tout niveau sur mon chemin, que ce soit dans mes entreprises ou à l'extérieur des entreprises. Et c'est clair que c'est grâce à ça que j'ai évolué, oui. Et par rapport à toutes ces métriques, tout ce marketing très orienté data, est-ce que tu aurais un petit takeaway à donner à nos auditeurs, très certainement des start-upers qui démarrent? Le takeaway, c'est un petit peu un résumé de tout ce qu'on a dit, dans le sens, il faut, si possible, jamais avancer à l'aveugle. Dans tout ce qu'on fait, on doit se donner les moyens pour avoir une vision, ou la meilleure vision possible. Avoir une vision parfaite, on peut de loin pas toujours l'avoir, mais aller aussi loin que possible, avoir une vision sur les résultats de l'ensemble des actions qu'on entreprend. Et c'est vrai que si je devais faire différents paquets, beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas cette vision-là, c'est pas un hasard si c'est pas forcément celles qui ont survécu parmi les entreprises que j'ai côtoyées. Alors celles qui se donnaient vraiment la possibilité, les moyens d'avoir cette vision-là, alors maintenant ça se passe par des data analysts, mais on va peut-être pas commencer par prendre un data analyst comme premier collaborateur, on s'entend bien, mais ceux qui se donnaient les moyens d'avoir cette vision résultat, effectivement, c'est celles qui, au final, ont été le plus loin possible. Et souvent, ça les emmène encore même plus loin que ce qu'elles avaient imaginé, parce que en allant pas à pas, certaines fois, on ne se rend pas compte assez rapidement de la profondeur du marché. En ayant une analyse plus basée sur l'optimisation du profit, certaines fois, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite et découvrir la profondeur du marché beaucoup plus rapidement que si on l'avait fait de manière traditionnelle, on aurait perdu beaucoup d'années. Merci. Merci à toi. Nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Steve. On l'a compris en l'écoutant, il faut commencer par mesurer plein de petites choses quand on est entrepreneur. Puis, chercher à les améliorer chacune, les unes après les autres, pour au final contribuer à l'accélération et donc à la pérennisation de toute l'entreprise. C'est donc l'amélioration de toute une série de détails qui va faire la différence. Ce que je retiens tout particulièrement de ma rencontre avec Steve, c'est que souvent, dans le monde du travail, quand on a une ou un chef et qu'on est confronté à un problème, simplement, on va lui demander comment gérer cette situation. Alors qu'une ou un entrepreneur qui n'a pas de chef doit trouver la solution par soi-même. Et c'est cette solution qui consiste à faire mieux, toujours et encore. On est au cœur de la notion de challenge, cette notion qui se cultive et qui est un véritable état d'esprit. Parce que c'est sûrement aussi un des points communs que je rencontre chez beaucoup d'entrepreneurs à succès, c'est l'envie de faire mieux encore et toujours. Et donc qui dit faire mieux dit également mesurer afin d'évaluer de manière objective l'impact de nos actions. Et cette envie de faire mieux et d'avoir un impact va bien au-delà de l'argent chez ces entrepreneurs. Enfin, moi j'ai aimé également, et là on va parler d'argent, c'est la notion de budget marketing flexible dans le but d'aller chercher tous les clients qui rapportent plus que ce qu'ils coûtent. On est là au cœur des notions de CAC, ce fameux coût d'acquisition client, et de LTV, la Lifetime Value. Et si vous voulez aller plus loin, je vous recommande le livre d'Ash Maurya, Scaling Lean. Dans ce livre, vous apprendrez à définir les objectifs de votre start-up et à les transformer en indicateurs de progrès au service d'un business model reproductible et évolutif.